Ça fait longtemps que j'ai pas fait de présentation. J'ai été dans l'étude et dans beaucoup d'un peu de tracas, mais on va s'en sortir. Donc, Isis et Osiris, une prophétie en cours. Ce qui m'a amené à faire cette vidéo-là, c'est une présentation d'Arcana, les mystères du monde avec Ludovic Richer dans la vidéo qui s'intitule Les mystères d'Isis et d'Osiris par Plutarque, qui est très intéressant comme présentation. Ça m'a ramené à faire des observations complémentaires à ce que j'avais déjà vu. D'Anubis et d'Isis et Osiris. Donc, nous observons avec Isis. C'est un peu comme une généticienne. Mais peut-être que même avant ça, je pourrais commencer par nous ramener à une présentation qui avait déjà été faite avec la naissance d'Anu. Dans la naissance d'Anu, on avait observé qu'Anu était une fécondation, était une manipulation génétique. Mais j'ai été fouillé plus loin par rapport à ça. Et ce que j'ai observé, c'est que ces créations-là, d'être androgynes initialement, avant qu'ils cherchent à les fragmenter, étaient des manipulations génétiques pour amener une nouvelle race, mais plutôt pour donner un aspect de fertilité à une race qui est en train de s'éteindre, c'est-à-dire les grands blancs. Donc, les grands blancs avaient perdu beaucoup de leur faculté à se reproduire, si on peut dire, puis étaient en voie d'extinction, d'une certaine façon. Bon. Et il y a eu des manipulations génétiques entre des grands blancs et des reptiliens. Donc, des deux nations, deux sociétés nécromanciennes génétiquement avancées. Donc, il y avait des capacités de connaissance génétique qui ont amené une nouvelle race, une nouvelle espèce qui avait plus l'apparence des blancs que des reptiliens. Et ça nous ramène à une histoire qui est pas altérée, mais croisée. C'est croisé avec l'histoire de Gaïa et Ouranos. Il me semble que c'est ça, Ouranos. Ouais, c'est ça, Ouranos. Et c'est dans une dynamique de génétique. Donc, dans l'histoire d'Isis et d'Osiris, nous avons donc ces aspects que le féminin à ce moment-là, c'est une grande blanche qu'on va appeler.
Et Osiris, c'est celui qui porte une caractéristique reptilienne. Et il y a donc des expériences qui sont faites, mais il y a une expérience qui a été faite euh, dans une forme de volonté, mais qui a été, on va dire, altérée. Altérée à l'insu d'Isis. Le généticien, en particulier à ce moment-là, on connaît son identité, mais on ne connaît pas ses intentions réelles et sa falsification et ses manipulations outre, outre les expériences initiales. C'est-à-dire que Anu est né d'expériences parallèles, non, non protocolaires, à l'insu de. Il y a eu donc la naissance d'Anu. Et cette naissance-là était désirée. Puis ça, c'est. Je parle de tout ça, là, mais c'est pas quelque chose qui est terrestre comme histoire. C'est une histoire qui est dans un autre lieu. On parlait d'Orion. Et donc, toutes ces choses-là, qui sont des histoires que l'on croit terrestres, sont à ce moment-là extérieures à la Terre. Alors, comme beaucoup d'aspects de la Grèce et de l'Égypte, qui sont plus que euh, ce qu'on considère comme de l'Atlantide, c'est, on pourrait pratiquement dire presque pré-Atlantide. Donc, il y a l'aspect de ce fameux généticien-là qu'on va appeler ici Marduk. Mais il a été nommé de façon trompeuse Seth. Donc, la fécondation de Isis et Seth, une manipulation génétique, qui est considéré comme dans l'histoire égyptienne comme un fils bâtard. On parle d'Anubis. Mais Anu, chez les Mésopotamiens et Anubis, c'est le même personnage. C'est donc le dieu des morts en Égypte. Et donc la prophétie que je dis en cours, c'est que l'enfant Horus, qui représente un peu comme les enfants de la Terre. C'est comme s'il y aurait eu deux générations d'humanité et qu'il y a eu une première génération qui a l'aspect des 14 fractions du corps d'Osiris. Parce que là, dans l'histoire, il y a comme un cheminement entre l'enlèvement d'Osiris et de son, son espèce de sacrifice qui est placé dans un tombeau puis placé à la dérive et qui se retrouve dans un arbre. Donc, c'est un peu comme si on aurait volé des codes génétiques. Et ces codes génétiques-là sont dans l'homme.
éparpillée, éparse. Donc, Isis fait des expériences génétiques pour retrouver son code génétique et elle le retrouve et lui est subtilisé, toujours par Seth, qui est en réalité un personnage connu sur un autre nom, qui est Marduk, et qui fractionne différents aspects du code génétique pour l'éparpiller. Et l'ouvrage ou le travail d'Isis, c'est de le reconstituer. Et il y a une différence entre reconstituer et rassembler, dans le sens que l'humanité doit se rassembler. Ça veut dire que on ne doit plus être dans la guerre au niveau planétaire. Puis ça, ben, c'est un problème parce que il y a beaucoup d'êtres, d'entités qui encouragent cette guerre et ce maintien de, de cette dualité, cette division-là, qui est un problème qui est à un autre niveau, qu'on va voir dans une prochaine vidéo qui s'appelle La fleur de feu et aussi l'autel de feu. Donc, l'histoire d'Anubis, l'histoire de l'empoisonnement aussi d'Horus et de Ra, c'est une histoire actuelle. Quand je parlais de troubles de feu, ou de, pas de troubles de feu, mais des vidéos de feu, ce que j'ai observé dans mes études du feu, de la fleur de feu, c'est qu'il y a un trouble dans le feu, dans les hommes, à différents niveaux. Et c'est tout là la problématique de l'empoisonnement d'Aura et d'Horus. Donc, dans le cas présent, ici, il y a une précision à apporter entre le combat de Seth et d'Horus, qui est dans l'histoire une séparation volontaire pour séparer deux aspects de la conscience, qui est l'œil lunaire et l'œil solaire. Parce que ce que l'on observe, c'est que lorsqu'on fait des rêves, on va être dans l'œil lunaire, mais bien souvent sans l'œil d'Horus, qui est la conscience du jour, la conscience propre qu'on pourrait appeler. Donc, pour beaucoup de personnes, Seth est comme seul, à l'abandon, dans sa vulnérabilité. Et c'est là l'aspect de viol de l'esprit. C'est cet aspect-là de notre esprit qui est abusé, sans le soutien d'Horus. Horus est le protecteur de Seth. L'œil solaire est le protecteur de l'œil lunaire. Et dans vos rêves, c'est important que cet aspect-là, c'est un peu comme si je vous dirais que lorsqu'on est le jour, il est important que l'Horus tienne Seth éveillé ou est en communication avec Seth, l'œil lunaire. Et dans l'opposé, il est important que l'Horus s'éveille dans la dimension lunaire ou dans l'œil lunaire. Il y a vraiment un aspect de, de force d'Horus dans le rêve. Ça veut dire que lorsque vous entrez dans un rêve, il est important d'être fort pour ne pas être entraîné
forcément dans des histoires abracadabrantes qui sont souvent de la torture. De la torture ou de l'égarement. Puis, ça m'amène à parler d'un aspect un peu parallèle qu'on va appeler des backrooms, que j'ai entendu récemment avec Mathieu Monade. Mais cet aspect-là est intéressant parce que à toutes les fois qu'on va dans des rêves, on est emporté dans des backrooms. On est emporté dans des chambres à rêve. Fait que ces aspects-là, c'est comme des enlèvements un peu. Puis sans la présence d'Horus, nous sommes entraînés dans des rêves des fois qui nous blessent, qui nous perturbent, qui nous inséminent, qui nous violent. Donc, l'aspect de l'empoisonnement d'Horus, c'est comme un peu un aspect de, de, de la perte de conscience, de l'importance qu'Horus a par rapport à Seth, de la séparation qui a été faite dans les histoires et qui a même été démonisée de plusieurs façons dans plusieurs aspects de religion. Et donc, cet aspect-là est vraiment important au niveau de l'empoisonnement d'Horus. L'empoisonnement de Ra est plus complexe, puis on va le retrouver dans la présentation de la fleur de feu. Et ce qui devait être une présentation nommée la fleur de feu était une présentation qui devait s'appeler la pollinisation du sang. Ça donne une perspective qui est un peu différente. OK. Donc, le cheminement d'Isis à guérir l'empoisonnement est en cours. Elle demande l'assistance d'Anubis pour l'aider dans sa tâche, mais Anubis ne s'éveille que récemment. Il est en train de commencer à prendre force, simplement. C'est pas parce que c'est pas un être qui est faible, c'est qu'il s'éveille à peine. Anubis s'éveille à peine de sa léthargie et vous pourriez le considérer comme un enfant blessé. On dit souvent que Isis et Osiris sont des modèles masculins et féminins dans la vie et qu'il faut incarner ces principes. Mais c'est aussi vrai pour l'enfant blessé. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont naître et dans leurs aspects d'intériorité, d'intérieur, tu observes un enfant qui a des troubles de la peur de l'abandon, des troubles au niveau qui vont être paniqués juste à l'effet d'être laissé seul ou il y a vraiment des aspects de l'enfant blessé. Puis ça, c'est un peu lui qui est important de guérir parce que c'est des aspects de l'enfant Anubis. Et c'est là tout le principe sacré des thérapeutes, et c'est le grand défi des thérapeutes, c'est de soigner l'enfant. Parce que c'est complexe, c'est pas simple. Soigner un adulte, c'est une chose parce qu'il a une conscience, il peut prendre du recul, il peut être dans une forme d'analyse dans sa vie. Mais l'enfant, c'est difficile parce que son aspect
est plus dans le monde du rêve que dans l'œil de lunaire que dans l'œil solaire. Son œil solaire se développe tranquillement dans une forme d'éducation. Et cette éducation-là ne l'amène pas, mettons dans l'éducation publique, ne l'amène pas forcément à une dimension qui pourrait l'aider davantage. Parce qu'il y a vraiment un aspect dans les rêves des enfants qui est traumatisante. Dans les cauchemars des enfants, dans les rêves des enfants, les enfants sont vulnérables parce qu'ils sont sans l'Horus, sans la présence d'Horus. Et je n'avais déjà parlé, le but de ça, c'est la fragmentation de l'enfant, c'est le viol de l'esprit de l'enfant. Puis pour n'importe quel parent, c'est une torture, c'est un calvaire. Et en tant que thérapeute, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est vraiment d'aller vers ce principe-là de guérir l'enfant de ses traumatismes. Et ça demande, au même titre qu'un enfant qui a besoin d'être changé de couche, de la présence. Ça demande des parents présents à d'autres niveaux, puis qui sont capables d'œuvrer à d'autres niveaux. Puis ça, c'est pas beaucoup de monde qui sont capables d'aller œuvrer dans d'autres niveaux. Puis ça, c'est ma quête présentement, de trouver des personnes qui sont capables d'œuvrer dans d'autres niveaux. Puis ça, c'est l'aspect de la guérison de l'empoisonnement, qui est à la fois l'empoisonnement d'Horus, mais aussi pour permettre à Anubis de, de revenir comme celui qui apporte son aide. C'est à travers les révélations de l'œil lunaire, à travers les enfants, que l'on observe en face la problématique, parce que les enfants le voient physiquement, dans leur esprit, les êtres qui les accablent souvent. C'est le grand défi d'Isis et de tous les globules blancs de la société. Ça fait partie du feu blanc de la fleur de feu. Donc, c'est vraiment important que Anubis ou les enfants soient pris en main par des personnes compétentes. Dans les grandes problématiques rencontrées pour les thérapeutes sur la Terre, c'est l'aspect que lorsque l'on va en guerre, il y a des gens ou il y a des personnes qui vont utiliser des armes secrètes pour vaincre. C'est donc dans ce principe d'armes secrètes qu'a été amenée cette situation. Puis cette arme particulière est une arme de feu. Et c'est un non-feu. Il y a dans l'aspect de Marduk un personnage qui s'est présenté. Cette personne était un jeune homme d'une vingtaine d'années. Et c'était cette personne avant qu'il devienne ce qu'il est devenu. Quand je dis que ce qu'il est devenu, c'est que tout ce qui touche aujourd'hui se transforme en cendre, est insipide, n'a plus de goût,
ne goûte plus rien. Et ça nous ramène un peu à une histoire qui nous a été racontée récemment par une malédiction avec le pirate des Caraïbes et cette malédiction de l'or aztèque. Mais dans cet aspect-là, ça raconte un peu l'histoire de ce personnage-là qui a fait des choses singulières qui l'ont amené à cette morbidité-là. C'est-à-dire qu'au départ, le personnage qu'on appelle Marduk, c'était un enseignant. Un enseignant, mais pas ordinaire. C'est un enseignant euh, de la magie nécromancienne sacrificielle. Alors, il était à la fois étudiant et à la fois enseignant. Et il était dans les études et il était dans une nouvelle caste de prêtres, si on peut dire, qui était une nouvelle science euh, dans la période d'Orion. Et, cet enfant-là, ce jeune homme-là a découvert des choses dans ses études qu'il a faites lui-même et qu'il a enseigné. Enseigné dans une certaine mesure, puis qui a découvert dans ses études, avec la rencontre avec de nouvelles sociétés, de nouveaux mondes, qui a élargi son champ de connaissances pour avoir accès à des connaissances de l'ordre de la temporalité et de l'ordre d'une dimension qui est comme sacrée, mais qui a été inversée. Ça veut dire que là, ici, on est dans la magie d'inversion, de profanation, euh, de prendre quelque chose qui est sacré et d'y créer un clone inversé, d'y créer un opposé. Là, on est comme dans une forme de naissance de la dualité. Et dans cet exercice-là, dans cette dimension parallèle-là, il y a eu des sacrifices. C'est un peu comme si dans un univers parallèle, où cette force-là est arrivée dans un univers parallèle, et que dans cet univers parallèle-là, il y avait eu plus de 15, près de 15 millions de soleils sacrifiés. On ne parle pas de forme de vie d'un humain ou d'autre chose. On parle de système de vie planétaire sacrifié. On parle de sacrifice de masse, de mémoire traumatique, d'orphelins solaires. Alors, lui-même, cet individu-là, est un orphelin solaire. Attendez un instant, là. Il a été victime de lui-même, quelque part, parce que c'est lui qui a ordonné les sacrifices solaires et qui a que de façon accidentelle, son soleil a été sacrifié. Qui a fait une espèce d'effet de basculement majeur pour cette personne-là. Alors, il y a eu un bagage de mémoire traumatique créé de toutes sortes de manières
Et c'est aussi, c'est la source de l'empoisonnement. C'est l'aspect du non-feu, le manque de feu. C'est un peu comme si le feu, le manque de feu, aspire le feu, a besoin de retrouver son soleil. On pourrait, sans dire, appeler le soleil noir, mais au début, je regardais plus un feu noir, mais ça correspondait pas forcément. Parce que c'est pas un feu noir, c'est pas de feu, c'est pas de feu. Il n'y a pas de feu. Et c'est un aspirateur à feu. Ça l'éteint pas le feu, ça l'éteint. C'est un aspirateur à feu. Ça l'éteint pas, ça l'aspire. C'est comme un être qui consomme du feu. Donc, c'est pour ça que je vous dis que tout ce qui touche se transforme en cendre. Ce personnage-là est avide, pas de pouvoir, mais de feu. D'où l'autel de feu. Alors, il consomme. Et à toutes les fois qu'il consomme, il grandit, il croît. Et il a toujours faim. C'est son grand problème, c'est que sa faim n'est jamais étanchée. Euh, je vais aller vers une autre observation, dans un autre angle. Récemment, mon garçon me demande de, d'écouter le film de Jésus. Puis là, il insiste, puis bon, c'est un film de 6 heures. Fait que j'y trouve ça, puis on écoute ça. Donc, en 2 périodes de 3 heures quand même. Pour un enfant de cet âge-là, il a été tough en cibole. Il a écouté du début jusqu'à la fin, en prenant bien soin de lui mentionner qu'on parle ici de l'histoire de l'Église de Pierre et non de l'Église de Jean, avec ses différents aspects de la présentation. Mais ce que je veux en venir, c'est que dans cette présentation-là, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est à la crucifixion que le Fils retrouve le Père et que lorsqu'il déclare à Marie ou à Jean que Jean, voici ta mère, il n'est plus le Fils, mais c'est le Père. C'est le Père qui parle d'une certaine façon. Et moi, ça m'a fait réfléchir à l'auto-engendré et de quelle façon que ça se présente. C'est un peu comme si je vous dirais que les mondes célestes euh, donnent naissance à des êtres. On pourrait dire que l'utérus est un univers retourné vers l'intérieur et que le masculin, le sexe masculin, est un univers retourné vers l'extérieur, qui, qui est dans le don et qui est un autre qui est dans la réception. Mais ces deux univers qui sont semblables, qui s'unissent dans leur principe. Et l'aspect de cet univers-là constitue une cellule. C'est un peu comme si je vous dirais que l'univers s'engendre d'elle-même dans toutes sortes de formes, dans toutes sortes de formes de vie. Et lorsque cet enfant-là, cette naissance-là, retrouve sa naissance,
C'est un peu comme s'il devient un avec le Père. Et c'est un peu comme si l'univers se reconnaît ou se dévoile à sa propre nature. On parle ici d'une cellule solaire. Que le système solaire est une cellule, on pourrait même dire un noyau atomique. Et que les planètes sont comme des électrons. Et que cette échelle-là se fait dans toutes nos cellules, que dans notre cellule, nous avons un noyau atomique dans lequel gravitent des électrons, et ainsi de suite. Il y a comme une dynamique moléculaire euh, dans le micro comme dans le macro. Et c'est la rencontre et c'est ça le principe de l'auto-engendré. C'est vraiment de la conscientisation de cette dimension-là, de cette grandeur-là. Et le lien dans cette histoire-là, le lien dans cette histoire-là, c'est qu'on peut faire la même chose aussi avec une cellule galactique, qui est un univers en soi. Donc, dans les observations de la fleur de feu, on va observer cet aspect-là de cellules solaires. Et je parlais de soleil sacrifié. On parle de ces aspects-là, des êtres, des consciences euh, qui sont affamés, qui forment à quelque part des esclaves qui ont été mis en esclavage pour devenir une arme. Et les thérapeutes terrestres du feu blanc euh, sont dans la dynamique de transformer cette problématique-là. Parce qu'actuellement, nous nous comportons comme des globules blancs qui ne sont pas capables d'identifier la nature du mal des choses. Alors, nous observons des feux contre des feux. Il y a des guerres de feu qui sont une absurdité en soi. C'est un peu comme si je vous dirais que le corps planétaire vit une allergie et que l'homme rentre dans une dynamique d'inflammation quand il rentre en guerre. Il y a comme une volonté inflammatoire de créer cette inflammation-là, de créer cette guerre-là, et dont on devient en une forme de crise d'allergie à quelque chose que nous ne sommes pas capables d'identifier en tant que globule blanc. Puis, c'est pour ça que je cherche des gens dans cette quête-là à, premièrement, transmettre de l'information que je ne peux pas donner à n'importe qui et que c'est nécessaire. Les clés sont là. Je peux les prendre, mais je ne peux pas les prendre seul. Euh, Ensuite de ça, si on revient à l'histoire d'Isis et d'Osiris, dans la présentation de Ludovic avec l'Arcana, les mystères du monde, euh, il présente cet aspect-là des 14 morceaux comme un cheminement
Mais les 14 morceaux, c'est vraiment 14 nations. Mais le cheminement initiatique existe, mais il est en 12. Mais c'est pas. C'est dans 12 dimensions. C'est-à-dire les 12 dimensions qui ont été crapouties euh, dans la déflagration de, de Tiamat. Euh, donc, notre cellule solaire est malade. Elle a été gravement atteinte. Et le travail des thérapeutes, c'est de se libérer des gardiens des seuils, des 12 seuils. J'entendais quelqu'un dire, il n'y a pas longtemps, je pense que c'est Afrique suprême, qui nous parlait d'Hercule, les 12 travaux d'Hercule, qui est cette allégorie-là, cette histoire-là. Et c'est ces 12 gardiens des seuils qui sont à passer pour atteindre une certaine forme de libération de notre conscience et de retrouver une certaine forme de dynamique, de la mécanique. Il faut réapprendre la mécanique de chacune de ces dimensions-là. OK. Je ne suis pas sûr, je vais me répéter. Donc, je parle des 14 morceaux qui sont 14 nations à regrouper, qui sont l'humanité. Et je parle aussi des 12 travaux d'Hercule qui sont vraiment les rituels de passage qui concernent 12 dimensions et 12 gardiens des seuils. OK. Il y a un parallèle à faire aussi entre Horus et Jésus que Ludovic fait et qui est une vérité très importante. C'est l'éveil de la conscience christique. Puis c'est une vérité en soi. Puis le principe sacré de Marie, c'est aussi le principe sacré d'Isis. C'est vraiment euh, fidèle à ce qu'il est actuellement, à ce que c'est. Dans le combat entre Seth et Horus, ce que nous observons là, c'est l'usurpateur derrière Seth. Ce n'est pas Seth. Seth est un aspect de notre esprit. Par contre, il a été violé et usurpé. Et l'usurpateur crée un combat en nous, dans notre structure même de notre être. Donc, l'histoire, si on peut dire, égyptienne actuellement racontée, est pratiquement soit une histoire mal comprise ou une falsification volontaire. Dans un autre aspect aussi d'Osiris et de Seth, c'est que l'union vraiment de la complémentarité de Seth et d'Horus forme Osiris. Osiris étant comme le véhicule céleste. Donc l'humanité ou les personnes qui ont des véhicules célestes sont constituées de Seth et d'Horus. Ce qui forme le personnage qu'on pourrait appeler à la fois le pharaon, mais aussi la conscience christique. Celui qui détient la capacité de communiquer avec les mondes célestes, dans les mondes subtils, et d'œuvrer dans les deux, avec les deux aspects d'Horus et de Seth.
il y a un autre aspect aussi qui est parallèle, qui n'est pas directement lié au sujet, mais il est lié avec l'empoisonnement. C'est celui, ben, je vais commencer par d'abord vous raconter un rêve que j'ai fait récemment. Je me réveille dans une salle de cinéma où je suis emmené dans une salle de cinéma où il y a des êtres à forme de bêtes ou bestiales un peu, puis qui ont des relations sexuelles. C'est comme une orgie. Puis là, ben, il y a une personne qui est là, un homme, mais difficile de dire. Il semble plus masculin que féminin, mais c'est ambigu. Son identité sexuelle était légèrement ambiguë dans sa forme de personnalité qui est présentée. Et donc, moi, j'arrive là, puis il finit sa job. Il vient de venir, là. Fait que là, il m'accueille, puis toutes les autres s'en vont, puis je reste seul avec lui. Puis là, il m'amène à une place où il y a une table, puis il s'allonge sur la table devant moi. Puis là, il me dit, comme si ça ferait une journée ou plusieurs jours, qu'il viendrait d'avoir une relation. Puis là, il me dit, j'ai hâte. J'ai hâte de recommencer, de reconnaître ça, cette sensation-là, de cet orgasme-là. Puis là, il me demande mon aide. Fait que là, il va avoir une relation avec moi, là. Fait que là, il faudrait que je fasse ce que je veux de son corps. Mais cet aspect-là que je vous montre, ma face croche, là, euh, ce que ça crée, mon espèce de dégoût, là, devient une espèce d'effet miroir dans le sens que je la regarde, puis là, je suis un petit peu dégoûté de ça, puis là, il se met à y pousser des boutons. Puis plus qu'il me dégoûte, plus il vient laid. Mais là, il vient tellement laid que je sors de mon rêve. Puis préalablement, j'avais demandé son nom. Il me le donnait pas. Puis quand je sors du rêve, il me le dit à l'oreille. Puis là, je le dis parce que j'ai eu l'autorisation de le faire de sa part, mais ça reste que c'est un nom qui est connu, mais pas connu de cette façon-là. Et il se nomme Amamon. Puis ça me surprend. Ça me surprend parce que on le connaît sous le nom d'Amon, de Mammon. Puis là, il me dit Amamon. Puis là, Amamon, dans le temps, entre le temps que j'en ai parlé dans une autre vidéo précédente, c'est un peu comme si j'aurais eu une connexion, puis qui est restée avec moi, mais qui, lui, il est dans une dynamique de révélation par ce rêve-là. Il y a un aspect de révélation. Fait que là, j'observe un être qui est pogné avec un trouble mental. Euh, on pourrait presque dire hormonal. Puis les êtres qui sont autour de lui, avec des formes à la fois bestiales et humaines, semblent pris un peu du même mal, c'est que euh, ils en veulent tout le temps. Ils veulent tout le temps du cul, ils veulent toujours être, sont drogués. Sont drogués de ça. Puis sont pas capables de décrocher, de se soigner de leur maladie, si on peut dire. Puis ça, c'est un trouble de feu. Ce qu'on va appeler le feu rouge.
qu'on va voir dans Fleur de feu. Donc, le feu rouge, ou plutôt Amamon, euh, est perturbé. Il y a comme un aspect, ça m'a un peu troublé, c'est que c'est un peu comme si je vous dirais que ce personnage-là est un autre aspect de, de mon corps, de ma conscience, de ce que je suis, et de tout ce que sont les hommes, les femmes, c'est cet aspect-là. Puis dans mes études, dans mes recherches, ce que je me suis rendu compte, c'est que Amamon a été empoisonné, a été rendu malade au même titre que Seth, c'est-à-dire qu'il a été empoisonné par Marduk, par un feu étrange qui provoque un manque, un manque, un vide. Quand on rencontre les mondes célestes, puis qu'on vit des choses, ce qu'on appelle des éveils psychédéliques, des choses fortes comme ça, c'est qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui nous emplit. C'est quelque chose qui nous nourrit d'une nourriture qu'on ne connaissait pas. Puis que là, on réapprend à connaître. C'est un peu comme si à partir du moment que tu es connecté avec les mondes célestes, c'est comme si tu serais nourri en permanence. Puis qu'avant ça, avant de connaître ton éveil psychédélique, tu étais une espèce d'affamé qui ne connaît plus ou ne connaît pas ce qu'il nourrit. On a perdu le sens de ce qui nous nourrit réellement. Et cette addiction-là, ce feu rouge-là, est directement dans le bas du corps, dans dans la structure des jambes, dans nos actions directes. Donc, nous sommes manipulés dans tout ce qui touche notre aspect du bas du corps, dans tous les principes que ça implique. Puis ça va toucher principalement aussi ce qu'on appelle l'ego, euh, le faux ego. Et ce qu'on observe, c'est que à travers la société, c'est que ce poison-là qu'il a reçu est maintenu. C'est comme s'il serait tout le temps distribué, entretenu. L'empoisonnement de cet aspect-là est entretenu pour maintenir ce trouble-là. Cet être-là, à Mammon, au même titre que Seth, est métamorphe. Ce n'est pas parenté direct. En contrepartie, il est en connexion directe avec Marduk. C'est un Marduk étant un métamorphe lui-même, euh, c'est une dynamique qui est différente un peu. C'est juste que si je pose la question, est-ce que Seth et Amamon sont parentés de proches? Euh, il y a comme un dégoût, il y a comme un dégoût de l'un et de l'autre. C'est deux aspects qui se repoussent un peu l'un et l'autre par leur nature originelle, familiale. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est un peu comme si je vous dirais que Amamon était aussi un généticien et qui a emmené un aspect de sa personne
et que, au même titre qu'une espèce de poupée vaudou, c'est un peu comme si tout ce qui nous a constitués dans un aspect de génétique d'origine a été saisi et empoisonné. Et indirectement, comme une forme de magie, c'est venu empoisonner notre code génétique, mais sans être de façon directe, mais d'une manière indirecte. À l'effet d'une poupée vaudou, mais inversée. Fait que l'aspect de Amamon, c'est un nouvel angle. Puis on va le voir dans la fleur de feu, euh, la problématique un peu plus poussée, un peu plus emmenée plus loin dans ces aspects-là. Excusez. Donc, il y a plusieurs formes d'empoisonnement. Puis je vais conclure pas mal en disant que Amamon, ça je dis ça pour mon amie Carole, c'est un code modifié. Puis là, on est directement dans le principe de la fleur de feu, parce que la fleur de feu a commencé par une demande de mon amie Carole qui voulait modifier ses codes. Puis ce qui m'était venu à ce moment-là, c'est un lien direct avec le sang. Mais le sang est directement lié au feu rouge, beaucoup. Et le feu blanc, mais le feu rouge. Donc, la modification de nos codes implique la guérison de feu d'un aspect à quoi correspond Amamon. Et je ferai une remarque supplémentaire, c'est qu'en observant son nom, Amamon, et celui de le nommer Mammon, nous ramène au grec, au même titre que Amosis. Et en passant, Amosis est dans une dynamique culturelle euh, qui, qui défend la maths. Ses règles de vie sont la maths. Et sa structure sociale, c'est le matriarcat. C'est juste une petite parenthèse. Donc, je refais une dernière vérification de mes notes. Donc, ce que je vais observer d'Isis, ce que je connais d'Isis, de sa grande force, c'est qu'elle est la détentrice de la matrice originelle. Et c'est avec son aide que nous pouvons, comme globule blanc, travailler, puis devenir efficace. Merci.